Aux États-Unis, en Europe, je me suis invitée chez ces philanthropes richissimes. Des entretiens exceptionnels avec les nouveaux maîtres du monde, avares de leur temps, mais pas de leur argent. Les Gates ont déjà lâché 36 milliards de dollars. Melinda, l'épouse de Bill, est une féministe planétaire. Si vous mettez les femmes au centre, tout se met à aller mieux et le pays se développe. Xavier Niel, le premier geek de France. Avoir trop d'argent et vous avez des gens toujours plus riches dans le monde, à un moment ça posera un problème. Donc vous avez quand même besoin, d'une manière ou d'une autre, de partager. Ou Warren Buffett, le gourou de Wall Street, troisième fortune mondiale. Sur les 65 milliards de dollars que je possède, 64 trois quarts ne me servent à rien. Mais ils peuvent être utiles aux autres. Ils peuvent acheter des vaccins, de l'éducation. Ils peuvent faire beaucoup de choses. En France, ces milliardaires fascinent, mais on s'en méfie. Sont-ils sincères dans leur démarche ou bien est-ce seulement de la com? En tout cas, les fondations philanthropiques sont toujours plus nombreuses et leur action se fait sentir partout dans le monde. Des effets papillons que mon équipe est allée mesurer. Jawar Nadi s'est envolé pour le Sénégal, où les Gates financent la contraception pour tous, déchaînant la colère de certains imams. C'est pour entraîner les jeunes filles sénégalaises de faire du deux-bouches. Au Kenya, Hugo Van Hoffel est retourné en classe. Là-bas, Mark Zuckerberg investit dans des écoles pour les plus pauvres et il remplace les profs par des tablettes. Comme tout est écrit, je peux savoir ce qu'elle va dire à l'avance. Après, elle va dire well done. Enfin, Nathalie Gros a fait du tourisme médical dans les Caraïbes. Les Américains viennent s'y faire opérer dans un hôpital à prix cassé, ouvert par un richissime médecin indien. L'Inde, qui soigne l'Amérique, le Sud, qui vient au secours du Nord, c'est le monde à l'envers. La vraie philanthropie, c'est offrir aux gens des services à un prix accessible. À la fin de ce film, le futur aura commencé. L'humanité aura 15 000 habitants de plus, les fondations auront dépensé des dizaines de millions d'euros de plus et nous saurons s'il faut vraiment dire merci à ces milliardaires si généreux. Pas vrai, Warren? Rendez-vous avec la collection Papillon sur Canal+. Notre voyage commence aux États-Unis, dans la ville réputée la plus généreuse au monde, Seattle. Le plus grand philanthrope de l'histoire est un enfant du pays, Bill Gates. Il s'inscrit dans une tradition très américaine. Quand on a de l'argent, on donne. C'est une obligation morale et une manne financière pour ceux qui reçoivent. Souvent, les riches remplacent l'État. Prenez le théâtre public de Seattle. Pour boucler son budget, pas de subvention, mais des donateurs privés. Lui, c'est le patron du théâtre. L'endroit est top, non? Ce soir, il organise une vente aux enchères pour VIP. Merci d'être venu, merci. On va lever beaucoup d'argent ce soir. Vous voyez, tout le monde s'est mis sur son 31. On va passer du bon temps. Vous espérez récolter combien ce soir? L'objectif, c'est un demi-million de dollars. Il faudra enlever les frais, mais bon, l'espoir, c'est 500 000 dollars. Un demi-million. Pour les invités, c'est l'occasion de montrer publiquement qu'ils ont du cœur et qu'ils font leur devoir. Est-ce que je vous le dis? Je vais mettre au moins 5 000 $. J'adore donner pour cette cause. Vous savez combien vous allez donner ce soir? Oh non, je ne sais pas. On verra bien. Ici, ce n'est pas comme en Europe. L'argent public est loin d'être suffisant pour faire vivre la culture. Les donateurs sont là pour 2 heures seulement. Il faut vite faire chauffer la machine à cash. Vous êtes prêts à lâcher un bon paquet ce soir? À peine le temps de toucher à son assiette. Lot numéro 1, une escapade de 3 jours à Santa Fe. 4 000, 6 000,
8000 juste là. Cette mise en scène de la générosité ferait ricaner en France, pas aux États-Unis. Ici, chacun fait sa BA en public. Vendu pour 2700 $. C'est tout le côté démonstratif d'une soirée levée de fonds. Chacun lève sa pancarte et veut participer. C'est comme une compétition ? Oui, il y a un peu de ça. Si tout le monde à ma table lève sa pancarte, je vais être gêné de ne pas lever la mienne. C'est une incitation forte, c'est contagieux. Quelqu'un d'autre? Parce que là, vous avez droit à vos propres applaudissements. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais au final, c'est pour la bonne cause. Vendu pour 12 000 $. Au dessert, c'est l'heure des comptes. Il fallait dépasser le demi-million de dollars, pari gagné. On vient de lever 570 000 $. Merci à vous tous. Voilà, c'est ça, Seattle. C'est comme ça qu'on soutient ceux qui nous tiennent à cœur. Là, je suis hyper content. Maintenant, je vais boire et danser toute la nuit. Pourquoi Seattle est-elle si généreuse? D'abord, parce qu'elle est riche. Boeing, Starbucks et Amazon sont nés ici. Mais à Seattle, personne n'égale Bill Gates. Retraité des affaires, il s'est lancé dans la philanthropie. Et là aussi, il est devenu le number one, avec une spécialité, la santé. Il a déjà son musée où il écrit sa légende, pas celle du geek, celle de l'homme de bien. Elle vous souhaite la bienvenue. Oh, merci. Dans sa croisade, Bill a embarqué sa femme Melinda. Le couple de super riches sillonne le monde à la recherche de la bonne cause. Vous êtes là pour votre nouveau site internet. Vous iriez jusqu'où pour en faire la pub? C'est vraiment important pour Melinda et moi. Du coup, je serais prêt à faire n'importe quoi. Démonstration avec ce clip tourné pour le même talk show. Les Gates n'ont pas peur de casser leur image. Ils aiment communiquer, enfin, selon leurs propres règles. Il nous a fallu 6 mois pour accéder au siège de leur fondation. Les autorisations de tournage sont rarissimes et millimétrées. Bill et Melinda ont vu grand. Ici, les employés sont payés pour donner. 15 millions de dollars chaque jour, le double de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Bill s'est beaucoup investi dans les vaccins. Melinda, elle, s'est trouvée sa propre cause, celle des femmes. Perry est l'une de ses adjointes pour l'Afrique. Un jour de 2011, Melinda nous a réunis et elle nous a annoncé qu'elle avait décidé de faire du planning familial l'œuvre de sa vie. L'année suivante, notre budget a été multiplié par 2. Melinda, c'est la passionnariat de la contraception. Pour libérer les femmes, elle veut réduire les naissances et infléchir la démographie mondiale. On voit que vous avez déjà beaucoup de bonnes idées. Aujourd'hui, Melinda pèse lourd. C'est l'une des femmes les plus puissantes au monde. Elle accorde ses interviews au compte-gouttes. Me voici en face à face. Première question sur les effets papillons de Melinda Gates. Une simple décision prise par vous à Seattle peut changer la vie de millions d'êtres humains. Est-ce que ça vous donne le vertige? À Seattle, on essaie de prendre des décisions mûrement réfléchies.
en nous appuyant sur des données et des statistiques du monde entier. Bill et moi pensons que les règles du business doivent s'appliquer et que c'est ainsi qu'on fait les meilleurs investissements. Tous les jours, quand je passe la porte de la fondation, j'essaie de penser aux femmes et aux hommes que j'ai rencontrés sur le terrain, à ce qu'ils m'ont demandé à leur vie, qu'ils veulent améliorer. Et j'essaie de toujours garder ces histoires en tête, que je sois à Seattle en train de travailler ou que j'intervienne auprès des gouvernements au nom de ces hommes et de ces femmes. Diriez-vous, Melinda, que vous êtes une féministe ? Oui, je dirais que je suis féministe, absolument. Pour moi, le féminisme, c'est de responsabiliser les femmes. Parce que si vous mettez les femmes au centre, tout se met à aller mieux et le pays se développe. La femme est le centre du foyer, c'est elle qui décide qui mange et qu'est-ce qu'on mange. Si elle a un peu d'argent dans les mains, elle en reverse 90% à sa famille. Depuis que la Fondation existe, vous avez rencontré des milliers de gens sur le terrain. Y a-t-il une histoire qui vous a plus marqué que toutes les autres ? En 2012, j'étais dans un bidonville près de Nairobi. Et une femme qui s'appelait Marianne a tout résumé en une phrase. Elle m'a dit « Je veux donner tout ce qu'il faut à ma fille avant d'avoir un autre enfant ». Et là, j'ai compris que ces femmes savaient ce qu'est la contraception et nous suppliaient d'y avoir accès. Elles savent qu'espacer les naissances leur permet d'avoir des enfants en bonne santé, qui peuvent aller à l'école. Et c'est comme ça qu'elles sortent leur famille de la misère. Moins d'enfants, plus de richesses. L'équation semble simple. Et voici l'arme secrète de Melinda. Jawar Nadi de la Team Papillon a suivi la trace des seringues de Melinda Gates jusqu'au Sénégal, où le contraceptif a un effet secondaire. Il donne de l'urticaire à certains imams. Dakar, 3 millions d'habitants. Je visite un centre de santé avec une ONG financée par les Gates. Depuis leur siège, à 9800 km, ils gèrent leur stock. 59, ok. C'est eux qui nous ont fourni les tablettes. Et dès que je valide, et ils savent qu'à telle heure, par exemple, comme on est là, il est 11h30. Donc ils savent qu'à 11h30, on était à Denis Biramdao, exactement en train de saisir des données. C'est tout ça. C'est presque la même chose, mais c'est là. Bill et Melinda sont fans des chiffres et du reporting. Ils veulent voir en direct ce qu'on fait de leurs sous. Et voici l'une des bénéficiaires de cette contraception express. Fatou a déjà 5 enfants. C'est pile la moyenne nationale. Mais Fatou a eu des grossesses rapprochées. Elle a voulu s'arrêter là. Sayana Press a changé sa vie. On peut te faire la piqûre au bras, à la cuisse ou sur le ventre. Tu choisis l'endroit que tu préfères. Début 2015, Fatou a été une des pionnières. Pour seulement $1 l'injection, elle a l'esprit libre pour 3 mois. Ça va aller. C'est bon. Quand on tombe souvent enceinte, on devient vite malade. Pour moi, ça n'allait pas. Maintenant, j'ai la santé et mes enfants aussi. La seringue, c'est bien, c'est pratique. On te fait une piqûre et ensuite tu es tranquille. Les comprimés, je pourrais oublier de les prendre. Certaines femmes prennent la petite seringue en cachette de leur mari. Pas Fatou. Le sien s'est laissé convaincre. Il voyait bien que les grossesses épuisaient sa femme. Personne ne m'a obligé. J'ai compris que c'était bien pour moi aussi comme chef de famille. On en a parlé et ça s'est fait. Vous comptez avoir combien d'enfants? Ça, Dieu seul le sait. De toute façon, je ne compte pas m'arrêter une seule épouse. La contraception est-elle soluble dans l'islam? Le Coran ne l'interdit pas. Mais dans certaines mosquées, l'idée passe mal.
Donc lui, c'est l'imam Ndiaye. Et le planning familial, il n'apprécie pas trop. L'imam Ndiaye m'a accordé un rendez-vous du bout des lèvres. On peut vous suivre? Vous voulez qu'on enlève les chaussures? Oui. Il a entendu parler de la petite seringue des Gates. Mais pour lui, le planning familial est une catastrophe planétaire. Dans une société, il faut que le taux de fécondité supérieur à 2,11%. En 2007, le taux de fécondité en France est 1,7. Allemagne, 1,3. Donc vous avez un problème. Vous n'arrivez pas à renouveler à votre génération. Et en ce qui concerne le Sénégal? Pour le Sénégal, on est entre 4, 5. Bon, ils ont commencé à nous imposer le planning familial. Maintenant, on est vers 4. On descend. C'est malheureux, c'est très malheureux. Ça, c'est pas du complot. C'est un complot. Mais ça vise à quoi? Mais c'est quoi le but du complot? C'est pour entraîner les jeunes filles sénégalaises de faire du débouche, c'est-à-dire de ne pas se marier, d'appliquer la liberté sexuelle. C'est pas bon. La philanthropie en soi, l'imam n'a rien contre. C'est même le troisième pilier de l'islam, la zakat, le don aux plus pauvres. Ça va être peut-être difficile à croire pour vous, mais pour ces personnes comme Bill Gates et Melinda, le planning familial, c'est leur zakat à eux. Zakat pour détruire des nations? Ça, c'est pas objectif. Ah non, parce qu'ils sauvent la vie de femmes. Non, ils sauvent rien. Au contraire, ils détruisent des nations. Non, on ne faut pas. Attention, dossier sensible. Occident, sexualité et islam. Tout était réuni pour un échec. Mais les Gates se sont fondus dans le décor. Pas de bureau, pas de logo. Pour faire bouger les esprits sans les braquer, la fondation utilise les médias locaux. Elle finance par exemple Sud FM, la première radio privée du pays. Donc là, c'est l'émission Allo Docteur qui s'apprête à démarrer. Pendant 1h30, il va être question de planning familial. waxtaan bi mi ngi jëm kon ci li ñu tuddee espacement des naissances ak lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Vous parlez d'espacement des naissances, vous ne parlez pas de contraception. Ça commence par là? On fait très attention au vocabulaire. Les mots interdits, c'est le truc de peut-être limitation de naissance. Limitation de naissance. Parce que quand tu dis limité, pour eux, tu te limites à 2, à 1 enfant ou bien à 3 enfants. Et ça, c'est pas normal, c'est interdit par l'islam. Pour l'argument des religieux, c'est ce qu'ils nous disent. Maintenant, quand tu dis espacé, ça veut dire que tu peux faire autant d'enfants, mais tu espaces. Et là, c'est moins brutal pour eux. C'est plus facile à accepter. Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. La voix des ondes sera-t-elle plus forte que le chant du muezzin? Il y a 2 ans, une Sénégalaise sur 10 utilisait un moyen de contraception. Aujourd'hui, c'est 1 sur 5. La Fondation contribue à révolutionner les mœurs d'un pays entier. Bill et Melinda battent tous les records de philanthropie. Leur fondation a distribué plus de 36 milliards de dollars depuis sa création en 1997. Elle a sauvé plus de 10 millions de vies. Qui dit mieux? Une philanthropie plus pro, plus efficace. Les Gates appliquent les méthodes du business à l'humanitaire. Et ça a tapé dans l'œil de leurs copains milliardaires, notamment du plus riche d'entre eux. En 2006, la fondation est devenue un ménage à 3. On est enthousiaste. La fondation s'est trouvée un 3e patron. Vous les avez tous les 3 devant vous. Warren Buffett, à l'époque 2e fortune mondiale juste derrière Bill Gates. Ce jour-là, il fait un premier chèque de 30 milliards de dollars. Ce sont des gens qui vont savoir dépenser bien mieux que moi. C'est un chèque en blanc. Buffett donne sans se mêler des dépenses. Warren Buffett, un grand Père Noël inattendu. Il est né au lendemain du krach de 29 et sa vie entière s'est jouée à la bourse. Le petit gars du Nebraska s'est imposé comme le roi de Wall Street. Warren est réputé pour son flair
et son avarice. Il conduit des voitures de milieu de gamme, n'a pas changé de maison depuis 1958 et mange à tous les repas la même chose. Burger et glace à la vanille, arrosée de sa boisson fétiche, le coca. Ça tombe bien, il en détient près de 10% à titre personnel, soit 18 milliards de dollars au cours actuel. Une vie bien réglée, jusqu'à ce que sous l'influence de Bill Gates, l'oncle Picsou se réveille en Robin des Bois. Depuis, Warren Buffett a la foi des convertis. Il veut entraîner avec lui d'autres amis super riches pour qu'ils se délestent d'au moins la moitié de leurs milliards. 152 ont déjà accepté. C'est la Giving Pledge, la promesse de don. À 86 ans, Warren pète la forme. Il gère son fonds d'investissement depuis sa bonne ville d'Omaha. Il est toujours 3e fortune mondiale et toujours très occupé. Il nous a quand même accordé l'une de ses rares interviews à un média français. Il confirme, oui, il compte bien se délester de tous les milliards qui lui restent via la fondation Gates. Pas pour se faire mousser. Apparemment ça, il s'en moque. Plutôt parce que le moment est venu. Warren, vous avez passé toute votre vie à construire cette fortune. Vous avez fait preuve de patience, d'effort, de talent. C'est pas un peu bizarre de vouloir tout donner aujourd'hui? Non, je me suis amusé du début à la fin en gagnant cet argent. Si vous m'aviez dit il y a 60 ans que je gagnerais juste un salaire de cadre pour faire tout ce que j'ai fait, je l'aurais fait quand même. L'argent n'a plus d'utilité passé un certain stade. Sur les 65 milliards de dollars que je possède, 64 3/4 ne me servent à rien. Mais ils peuvent être utiles aux autres. Ils peuvent acheter des vaccins, ils peuvent offrir de l'éducation, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais à moi, ça ne sert à rien. Les riches doivent-ils se sentir obligés de donner? Non, ça dépend des gens. Avec le Giving Pledge, la promesse de don, on a demandé à des personnes très riches si elles pouvaient donner la moitié de leur fortune. Il y en a qui ont répondu oui, et d'autres non. Et j'ai des très bons amis parmi ceux qui ont dit non. Moi-même, je n'aurais pas donné la moitié de ma fortune à 40 ou 50 ans. J'en avais besoin. Je voulais qu'elle me rapporte encore plus d'argent. On a ensuite demandé à Papy Dollar laquelle de ses bonnes œuvres l'avait rendu le plus fier. Plutôt que de nous répondre, Warren nous a refilé un numéro de téléphone, celui de son fils, Howard. Et c'est comme ça que l'on s'est retrouvés à Decatur, dans les grandes plaines de l'Illinois, embarqués par la police au milieu de nulle part. On va faire un contrôle au croisement de la rue Jacob et de la rue Hélène. C'est un pick-up Chevrolet. Le shérif adjoint part vérifier l'identité. Il a 62 ans, il est bénévole et n'a pas de souci d'argent. C'est le fils de Warren Buffett. Merci, j'ai juste quelques questions. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans votre véhicule? Non, monsieur. Pas de cocaïne, d'héroïne, marijuana? Non, monsieur. Pas de grosses sommes d'argent? Non. J'apprécie votre coopération. Passez une bonne soirée, soyez prudents. Merci. Merci à vous. Il ne se passe pas grand-chose les samedis soirs par ici. Porter l'uniforme, c'est surtout une histoire de potes. Là, je suis avec le meilleur shérif de tous les États-Unis. Decatur peut dormir tranquille. Howard veille. Son père ne quitte jamais le Nebraska. Buffett Jr., lui, a beaucoup bourlingué. En prenant parfois son gilet pare-balles de shérif avec lui. Congo, Sierra Leone, des points chauds. Là où il y a la guerre, il y a souvent la faim. Howard a sa propre fondation. Il finance les distributions du Programme alimentaire mondial. Il sillonne l'Afrique.
Votre père vous appelle l'Indiana Jones de la philanthropie. Oui, mon père m'appelle comme ça. Et c'est assez justifié avec ce que j'aime faire dans la vie. J'aime prendre beaucoup de risques, j'aime aller dans les endroits compliqués. Mais pourquoi? Ce n'est pas qu'une question de risque ou de challenge. C'est aussi des zones où personne ne fait rien, parce que les gens ont décrété que c'était trop difficile ou trop dangereux. Exemple dans le Kivu, le Far West des Grands Lacs. Howard a dépensé 20 millions de dollars pour ce barrage. Le président Kabila est venu en personne à l'inauguration. Le président Kabila est venu couper le ruban en décembre. Mais il y a 2 ans, quand on lui a dit qu'on allait construire la centrale, il a pensé qu'on était cinglés, qu'on n'y arriverait pas. En fait, on n'a pas vraiment négocié avec le gouvernement. On a juste construit la centrale. Lui, c'est un bon ami, Kofi Boa. Il vit au Ghana. Il a une ferme, un petit institut qu'on a monté ensemble. C'est dans la banlieue de Kumasi, au Ghana. Ensemble, on donne des cours aux fermiers du coin qui veulent se lancer dans des cultures sans labour. Avec l'argent de papa, Howard s'est aussi acheté des terres, chez lui, aux États-Unis, où il mène en toute liberté des expériences agronomiques avant de les exporter. Son ambition, révolutionner l'agriculture pour nourrir la planète. Ce matin, il plante du maïs, 13 760 graines à l'hectare, pas une de plus. Quand j'appuie sur ce bouton, c'est le GPS qui prend la main. Il réaligne mon tracteur comme il faut. Vous aimez ça? J'adore ça. J'ai toujours adoré ça. J'ai planté mon premier maïs à 4 ans dans le jardin. Mes parents me prenaient pour un fou. Pour moi, c'est le meilleur bureau du monde. Il n'y a rien de mieux au monde que d'être assis sur un tracteur. Howard aime les gros joujoux, mais malgré les apparences, c'est un écolo. Son truc, c'est la culture sans labour. Là, par exemple, son méga-tracteur a enfoncé les graines sans retourner la terre. On voit aussi les tiges desséchées de la dernière récolte, des résidus qui protègent le sol et lui servent de couverture. Et voilà ce que ça donne quand les graines ont poussé. Ça a l'air super là-bas, hein? Regarde comme c'est humide. On a créé des conditions favorables pour les insectes et pour les vers. Et ça permet d'augmenter la fertilité du sol. Les vers font des trous et l'eau rentre mieux dans la terre. Donc eux, ce sont nos amis. Ces vers sont nos amis. Nourrir les sols et les protéger, c'est le credo d'Howard Buffett, ce paysan aux poches profondes. Et il exporte ses idées très loin du Michigan, au Ghana. Il investit des millions là-bas, en Afrique de l'Ouest, pour que les Ghanéens mangent à leur faim sans sacrifier l'avenir ni abîmer leur propre sol. Donatien, le spécialiste environnement de la Team Papillon, s'est envolé vers l'ouest du pays où Howard Buffett a installé sa ferme pilote. Voici la ferme de Buffett Jr. Vue du ciel, la région a l'air fertile. Pourtant, ces sols rouges sont abîmés par l'homme. C'est le fermier en chef, Kofi Boa, qui me reçoit. Un ami d'Howard Buffett. Ça, c'est Howard. Ça, c'est moi, Kofi. Et lui, c'est le président du Ghana. Une belle histoire commencée par hasard. Un jour, Howard, le milliardaire, traverse la région incognito. Il s'est présenté comme fermier. Il était vraiment passionné par la culture sans labour. Il a rencontré des paysans
Et quand il allait remonter en voiture et repartir, il m'a dit qu'il était le fils de Warren Buffett. Je savais qui était Warren Buffett, et là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai rencontré le fils d'un milliardaire. Depuis, le centre n'arrête pas de grandir, et tout ce qui va avec. Et on grandit car Howard nous a entendus. On s'envole. La ferme est à la fois un laboratoire et une école. Avec un combat prioritaire, convaincre les paysans d'arrêter ça. La culture traditionnelle sur brûlis. La première année, ça fait une meilleure récolte. Mais ensuite, ça se gâte. Les arbres ont brûlé, du coup, il n'y a plus de racines pour retenir les sols. C'est la couche de surface qui s'en va. Et c'est celle qui contient tous les nutriments. Ça ne dit rien de bon. Comment sera la récolte cette année? Très mauvaise, très mauvaise. La terre de surface, la meilleure, s'en va peu à peu. Et c'est la pluie qui l'emmène. Vous voyez l'eau colorée qui s'en va? La pluie est en train de lessiver le sol. Au Ghana, et surtout dans cette région, en juin et en juillet, il pleut tous les jours. Dans le dialecte d'ici, on a un mot, Atoncrou. Ça veut dire 9 pluies par jour. Terre lessivée, paysans appauvris. Ici, chacun vit avec moins d'1 euro par jour. Arrêter les brûlis et changer les mentalités, c'est le rêve d'Howard Buffett. Et c'est le quotidien de son ami Kofi. Il enchaîne les formations. Mieux qu'un long discours, un coup d'œil aux parcelles. Le secret, le voici, un couvert végétal. C'est lui qui va retenir la terre, la protéger à la fois de la pluie et du soleil. Regardez, il n'y a pas de mauvaises herbes, rien. Comme ça recouvre le sol, vous n'avez pas de mauvaises herbes. Ce couvert va nourrir votre sol et il va le protéger de l'érosion. Donc ici, quand nous allons planter, nous allons juste éclaircir ce couvert végétal, le couper à la machette. Même coupé, les tiges sont encore un manteau efficace. C'est le moment de planter le maïs ou les haricots. Le sol est humide, regardez. Il y a de l'eau dedans. La chaleur du soleil ne va pas chauffer le sol directement. Donc, vous gardez votre eau. Avec une terre riche et humide. Donc là, je rentre sur une parcelle qui a été brûlée. Donc le maïs fait à peu près ma taille et il est chétif. Et au fond, une parcelle où on a mis un couvert végétal et là, les maïs sont carrément 2 fois plus grands que moi. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Avec les mêmes graines, l'épi de gauche est bien plus gros. En 3 ans, 6000 personnes ont suivi la formation. Il en a coûté 3 millions d'euros à Howard Buffett. Mais dans son fief de l'Illinois, le fils à papa milliardaire reste modeste. Nous, les Occidentaux, qu'on soit américains, britanniques ou français, on a souvent tout faux. On va sur place pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Et on ne comprend pas les circonstances, la culture locale ou les conséquences imprévues de nos décisions. Nous sommes trop arrogants. Est-ce vrai que votre père vous a donné 1 milliard en 2006 en vous mettant au défi de changer le monde? Oui, et il m'a redonné un autre milliard 2 ans plus tard. Depuis, ça ne s'arrête pas. Il m'en redonne un tous les 2 ans. Mais ça va à la fondation, ce n'est pas pour moi. Howard est un philanthrope heureux.
Ça lui donne la grosse banane de claquer l'argent de papa pour ceux qui en ont le plus besoin. Oh, come on, man! Dans la dernière lettre à vos actionnaires, vous êtes optimiste. Pensez-vous vraiment que le monde va mieux? Bien sûr que le monde va mieux. Si vous aviez le choix entre vivre dans le monde de 2016 ou dans celui de 1816, imaginez juste que vous avez mal aux dents. Le dentiste vous attache. Vous dites non, ça va en fait. Et lui, il vous désinfecte au whisky. On vit tellement mieux aujourd'hui. C'est le monde qui va mieux ou seulement l'Occident? Il faut que tout le monde aille mieux. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. Et tout n'est qu'une question de chance. Moi, j'ai eu la chance de naître américain, avec un bon câblage du cerveau, qui était valorisé dans le système capitaliste. Comme dit mon ami Bill Gates, si j'étais né il y a quelques milliers d'années, j'aurais fini dans l'estomac d'un prédateur. Tu ne sais pas courir, tu ne sais pas grimper aux arbres, et tu sers de repas à un animal. Mais que voulez-vous laisser derrière vous? Je ne m'occupe pas trop de ma postérité. Je voudrais plutôt qu'on inscrive sur ma tombe « Ici repose l'homme qui eut la vie la plus longue de l'histoire ». En tout cas, de Warren Edward Buffett, l'histoire retiendra, c'est sûr, le philanthrope. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est une tradition avec deux grands ancêtres, deux figures marquantes qui ont laissé des traces. David Rockefeller, d'abord, le roi du pétrole. C'est l'homme le plus riche de tous les temps, avec l'équivalent de 3 à 400 milliards de dollars d'aujourd'hui. Très pieux, il fonde l'Université de Chicago et finance la recherche médicale. Son rival, au tournant du siècle, s'appelle Andrew Carnegie. Il est presque aussi riche, c'est le roi de l'acier. Un patron redouté qui va couvrir le pays de bibliothèques publiques. Sa phrase préférée, « Tout homme qui meurt riche meurt déshonoré ». Aujourd'hui, la générosité s'est mondialisée. Et les fondations philanthropiques se sont multipliées. La moitié d'entre elles n'existaient pas il y a 20 ans. Elles ont un royaume, le pays des banques et de la Croix-Rouge, la Suisse. 13 000 fondations pour 8 millions d'habitants, record mondial. Le secteur s'est professionnalisé, c'est devenu une industrie à part entière qui embauche. Il y a même des formations à l'université, comme ici, à Bâle. Aujourd'hui, dispenser des largesses ne suffit plus. L'argent doit être bien géré et le service après-vente irréprochable. Donner, ça s'apprend. Georg von Schnurbein dirige le Centre européen des études philanthropiques. La philanthropie, vous le disiez, a explosé ces 20 dernières années. Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre civilisation? Toutes ces fondations, ça prouve déjà qu'il y a beaucoup de richesses. Mais c'est aussi le signe de l'individualisme. Les philanthropes ne pensent pas collectif, ils ne créent pas des associations. Ils s'offrent une fondation et paient des gens pour faire le travail. C'est une façon pour eux d'exprimer leurs valeurs. Et puis d'un autre côté, c'est aussi le signe d'une insécurité avec le futur. Les gens ne croient plus que les États peuvent résoudre les problèmes sociaux de notre époque. Se passer de l'État, appliquer les méthodes du business dans les domaines les plus inattendus, apparaît aussi, ça existe. J'ai rendez-vous avec un geek de 49 ans qui veut révolutionner les méthodes d'enseignement. Xavier Niel. Pour l'éducation, il a tout un programme. Le fondateur de Free, qui a secoué le marché de la téléphonie en France, se lance dans l'éducation avec la même énergie. Son école s'appelle 42. Le principe, des études gratuites pour les élèves sélectionnés. C'est Xavier Niel qui paie et ça lui coûte 6 millions d'euros par an. Donc ici, voilà, on est chez 42. Donc là, vous avez un plateau où c'est des... l'école, c'est 3 plateaux comme ça. Tous ces jeunes qui sont ici, ils ont subi avant une sélection. On a entre 50 et 100 000 jeunes qui, chaque année, s'inscrivent en ligne. Ils font un petit test en ligne. Oui. C'est un test de logique. On va prendre les 3000 meilleurs et on va leur demander de venir dans l'école et de travailler pendant 1 mois. Et là, on va tester leur motivation à réussir à s'en sortir. Et vous testez à la fois leur capacité à résister à la pression et leur motivation. Et leur vraie motivation, leur envie de réussir. 1 mois de test à coder nuit et jour. Une sélection quasi militaire. Seuls 800 arriveront jusqu'au bout. Dans le monde, selon Niel, il faut s'accrocher.
Passez la porte de l'école, surprise. Ici, pas de prof, seulement des tutos. Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo du jour 02. Comme dans un jeu vidéo, on progresse par paliers et on forme des équipes pour s'entraider. On n'a même plus besoin de voir l'exemple, on ne connaît pas. Oui, voilà. Vous êtes qualifiés pour le corriger? On a fait tous les deux la même chose hier en fait. Ouais. Et lui me corrige aujourd'hui et moi je vais en corriger d'autres aujourd'hui. D'accord. Donc on a appris en même temps et on va potentiellement apprendre de nos erreurs en même temps en se corrigeant aujourd'hui. Ce truc, c'est sérieux une école sans prof? Je trouve que c'est hyper sérieux. C'est hyper sérieux? C'est hyper sérieux parce que pour le coup c'est juste nous qui sommes dépendants et c'est à nous de gérer tout de A à Z. Ouais. Donc on n'a pas trop droit à l'erreur. Pour réussir, il faut une autodiscipline de faire. Et devinez comment ces jeunes geeks se changent les idées. J'ai pas suivi, j'étais en train de parler tout à l'heure et du coup j'ai pas... Ça devient vite un piège étant donné qu'on n'a pas d'horaire fixe, qu'on n'a pas de professeur, qu'on n'a pas d'obligation. Donc il faut pas abuser. Non, faut pas abuser. Ah, ouais. L'école ne ferme jamais. 365 jours par an, 24 heures sur 24, certains vont jusqu'à dormir sur place. Tu sais, il dort toujours à 42. Ils l'ont autorisé? Ouais. Okay, en fait, tu peux, tant que tu ramènes pas ton meuble, tes affaires à la con. Ouais, j'imagine bien. Mais lui, il a juste sa petite valise, tout ça, et tous les soirs, il va prendre sa douche et hop, il est prêt. Comme à la maison, les serviettes sèchent dans l'escalier. On trouve de tout à 42. La formule attire des étudiants, des actifs, des chômeurs. Près de la moitié n'a pas le bac. Xavier Niel a voulu une école pour ceux qui n'aimaient pas l'école. Qu'est-ce qui vous inspire, Xavier Niel? Il nous paye nos études, donc je trouve ça génial. Ouais. Étant donné que les autres écoles d'informatique privées, c'est facilement jusqu'à 7 000 € l'année et que tout le monde ne peut pas se permettre ça. Est-ce que vous diriez que c'est lui qui vous donne une seconde chance? Ça va dépendre des personnes. Par exemple, moi, j'ai le bac, j'aurais pu faire une scolarité classique. Ouais. Sauf que je trouve ça complètement pourri, en fait, le système scolaire en France. Et justement, cette école est vraiment adaptée pour des gens comme moi, mais aussi des gens qui n'ont pas le bac ou qui étaient dans des trucs qui ne leur plaisaient pas et de revenir dans l'informatique. Ils arrivent ici, ils ont appris l'équivalent d'un BTS informatique en 1 mois. Donc ils ont une envie de réussir, une soif d'apprendre, une soif d'avancer, une soif de progresser. Ils ont peur de rien. Ouais. Et c'est eux qui changeront le monde. Niel Finance, il peut se le permettre, c'est la 10e fortune de France avec 8 milliards d'euros. Mais il reste un cas isolé dans ce classement, où l'on compte peu de philanthropes. Aux États-Unis, la philanthropie représente 2% du PIB. En France, 10 fois moins. Est-ce qu'on a des oursins dans les poches? Qu'est-ce qu'on a, nous, les Français? On est un pays plus ancien, de culture, de passé, où on fait moins attention à l'autre. Et les États-Unis, que vous citiez, est un pays plus neuf et plus moderne, dans lequel l'ascenseur social a fonctionné. On se souvient peut-être plus d'où on vient et où on va. Mais je pense que vous êtes dans un monde dans lequel avoir trop d'argent, et vous avez des gens toujours plus riches dans le monde, à un moment, ça posera un problème. Donc, au-delà du beau geste que vous pouvez faire, vous avez quand même besoin, d'une manière ou d'une autre, de partager. Ne croyez-vous pas que c'est à l'État, quand même, normalement, de redistribuer? Oui, de redistribuer et de s'occuper de l'intérêt général. Mais personne n'y croit. Oui. Personne n'y croit. Et si vous voulez, est-ce qu'on est capable de créer l'école où on est ici d'une manière publique? Moi, je ne sais pas faire ça, parce que déjà, ça n'aurait pas la même image. Les jeunes n'auraient pas la même envie d'y aller. Et ça ne marche pas, parce qu'on est dans un monde complètement atypique. On va vous dire, pendant 1 mois, on le fait bosser 450 heures. Mais attendez, c'est pas le rythme du travail. Le rythme du travail, c'est 140 et quelques heures par mois. Ça marche pas. Qu'est-ce que vous me racontez? Et si vous voulez, on est obligé de casser des barrières si on veut créer quelque chose. Casser les codes, de casser les codes. Oui. Et seule la société civile est capable de faire ça. Et c'est une vraie chance, ces nouvelles technologies. Parce que si nos parents ou nos grands-parents voulaient créer leur activité pour réussir, ils avaient besoin d'énormément de capitaux. Aujourd'hui, de chez vous, avec très peu d'argent, d'où vous veniez, vous pouvez créer Google, vous pouvez créer Snapchat, vous pouvez créer ça, sans moyens. Et ces gens-là, les gens qui sont riches en France dans les nouvelles technologies, sont arrivés d'un milieu social normal et ont réussi. Et ils ne le font pas publiquement, ou ça ne se voit pas, mais tous sont dans des choses, dans des actes de philanthropie forts. Avant, au temps de la vieille économie, on devenait philanthrope sur le tard pour terminer en beauté sa carrière de super riche. Les nouveaux milliardaires, eux, s'y mettent de plus en plus jeunes, sitôt fortune faite. Xavier Niel n'a pas attendu la cinquantaine.
Pour Mark Zuckerberg, ce fut encore plus rapide, 31 ans. À la naissance de sa fille, il annonce qu'il lègue 99% de ses actions Facebook. 45 milliards de dollars. La cause qu'il s'est choisie, l'enfance. Au Kenya, Zuckerberg a également investi 10 millions de dollars dans une start-up américaine dédiée à l'éducation. Pour voir ce que cela donne sur le terrain, Hugo Van Hoffel, reporter papillon, s'est rendu dans le plus grand bidonville d'Afrique. Kibera, au sud de Nairobi, la capitale. 1 million d'habitants. 1 sur 3 ne sait ni lire ni écrire. Me voici dans l'une des rares écoles du bidonville. Dans les classes, pas d'électricité et des élèves en haillons. Pas simple de faire cours, les instituteurs sont mal payés et mal équipés. C'est tellement décourageant parfois. Ça donne même envie de renoncer. Comment est-ce que vous pouvez atteindre les objectifs avec un élève qui n'a même pas d'électricité chez lui? Et regardez les livres. On en a un seul pour 10 enfants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on recopie les pages au tableau pour que chaque enfant puisse y avoir accès. La directrice a créé l'école avec les moyens du bord. Ici, c'est censé être la bibliothèque. Mais vous n'avez pas de livres? Je n'ai pas de chaise non plus. J'ai juste quelques livres dans ce carton. Même dans les classes, je n'ai pas toujours de chaise. Donc, j'essaie de demander aux parents d'aider un peu, mais souvent, ils n'ont rien. Donc vous n'avez pas de livres et vous cuisinez ici? Oui. Donc vous cuisinez dans votre bureau? Oui, je cuisine dans mon bureau. C'est quoi? Du riz et des patates. Comme ça, les élèves mangeront au moins à midi. Comment le Kenya va-t-il éduquer ses enfants? 40% de la population a moins de 13 ans. C'est là qu'intervient la start-up financée par Mark Zuckerberg. Voilà, c'est là. Donc on dirait pas comme ça, mais on entre à Bridge Academy, qui est une école unique au monde. À première vue, rien de particulier. Dans les classes, on entend les mouches voler. Pourtant, les profs sont des petits nouveaux. L'an dernier, Laura était encore coiffeuse. Nina, elle, était ouvrière agricole. Et Marlon, chauffeur de bus. Aucun d'entre eux n'est allé à la fac. Ma passion, ça a toujours été d'enseigner. Mais je n'ai pas eu les moyens d'aller à l'université et d'avoir mon diplôme. Je m'étais résigné et j'avais choisi un job par hasard. Aujourd'hui, c'est mon rêve qui se réalise. Je suis très content. Et c'est la tablette qui m'a permis d'être prof. Je lis la leçon, c'est très efficace. Et oui, le vrai prof, c'est cette petite tablette. C'est elle qui déroule la leçon de A à Z. Bon, on va commencer la leçon. Vous êtes prêts? Pas vraiment des profs, plutôt des répétiteurs, même si les cours, eux, sont rédigés par des spécialistes. Sans diplôme, ces nouveaux enseignants ont des petits salaires et la scolarité coûte donc moins cher. 6 $ par mois, c'est 10 fois moins qu'une bonne école privée au Kenya. Ici, ça ne coûte pas cher. Donc, même les enfants pas trop riches comme moi, on peut aller à l'école. Au Kenya, 1 million d'enfants ne vont pas à l'école. Un marché énorme pour Bridge, qui scolarise déjà 120 000 élèves à travers le pays. Il est 6 h du matin à Gangemi, un autre bidonville de Nairobi. Beulah, 9 ans, se prépare pour l'école. Elle est à Bridge Academy.
Quand elle allait à l'école publique du quartier, elle avait toujours les mêmes notes. Elle finissait toujours 11e de sa classe. C'était toujours pareil. Et puis, je me suis rendu compte que les enfants dont les parents étaient plus riches étaient toujours classés premiers. C'était les chouchous. À Bridge, il y a une compétition équitable entre les élèves. Des fois, ma fille est 9e, des fois 4e, ou même première. C'est pas une question d'argent? Non, ce n'est plus une question d'argent, mais de niveau. En route vers l'une des 400 écoles Bridge du Kenya. Voici l'équipe autour du directeur. Il va expédier sa réunion pédagogique en 5 minutes. Bonjour tout le monde. Bon, on va synchroniser la leçon du jour. Vous avez vos tablettes? Directeur, ou plutôt manager, Gibson a 24 ans. D'abord, les professeurs enregistrent l'heure de leur arrivée sur la tablette. Et ensuite, je leur envoie à chacun le programme du jour. D'où vient le contenu des cours d'aujourd'hui? D'Internet? Non, ça vient de notre quartier général à Nairobi. Les leçons sont rédigées, puis mises sur un serveur et envoyées sur mon smartphone. C'est bon pour toi? Ok, bonne journée. À Bridge Academy, on ne badine pas avec la discipline. Chaque matin, le directeur motive les troupes. On a des examens cette semaine, donc je veux que tout le monde révise, et beaucoup, d'accord? Qui va réussir l'examen? Attention, ceux qui n'ont pas levé la main vont le rater. Allez, en rang. La tablette commence le cours. Ce matin, c'est grammaire. Pas le temps pour des questions. Tout est minuté, scripté. Même les félicitations aux élèves sont rédigées à l'avance. Comme tout est écrit, je peux savoir ce qu'elle va dire à l'avance. Après, elle va dire well done. Pour la relation maître-élève, peut mieux faire. Elle se résume souvent à un simple clic. En revanche, avec ces tablettes, même au fin fond du Kenya, les enfants peuvent suivre des cours de bonne qualité à un tarif défiant toute concurrence. Sur mon smartphone, je contrôle tout, même la ponctualité des professeurs. Vous modernisez la façon d'enseigner, c'est ça? Je vous montre. J'ai des onglets pour noter les professeurs. On les note 2 fois par semaine. Par exemple, si ce professeur s'est mal habillé ce matin, je vais lui mettre un 2 ou un 3 sur 10. Donc vous êtes vraiment un manager, comme au McDonald's? Oui, comme au McDonald's. Tout est informatisé chez nous. Et c'est comme ça dans les 400 écoles de Bridge Academy. Des méthodes qui feraient grimacer en Europe. Pourtant, les premiers résultats sont là. 9 ans après le lancement, les meilleurs éléments ont obtenu des bourses, comme Jackson. Ses notes lui ont valu une place dans ce lycée privé, l'un des meilleurs du pays. Aujourd'hui, il porte un blazer à l'anglaise et il voit loin. Ici, tout est vert. Là d'où je viens, tout est gris. Depuis que je suis là, j'ai changé d'objectif dans la vie. Avant, je voulais devenir ingénieur aéronautique. Mais maintenant, je veux faire de la politique. Il y a trop de corruption au Kenya. Et moi, je voudrais changer les choses. Disons en devenant président, par exemple. J'y travaille. Président ou pas, Bridge a déjà changé la vie de Jackson. Et l'école 2.0 gagne même de l'argent.
Le bénéfice est top secret, mais le chiffre d'affaires annuel frise les 10 millions de dollars. Mark Zuckerberg a eu du flair et comme Bill Gates, il fait de la charité une affaire de famille. J'espère que ma fille, mais pas seulement elle, toute la nouvelle génération auront une meilleure vie que la nôtre. Chacun d'entre nous doit se mobiliser pour avoir de l'impact, pour changer les choses dans le monde. Une charité bien ordonnée et surtout savamment orchestrée. Le nouveau riche écrit lui-même sa propre légende, parce que donner aux autres, c'est que du bonheur, et en plus, c'est bon pour l'image. Voilà donc à quoi ressemblera notre futur, une générosité privée qui se met en scène avec des milliardaires devenus des gourous. Prenez par exemple l'inventeur de cette petite fiole. Aux États-Unis, il s'en vend plus de 1000 par seconde. 5 Hour Energy, une potion magique qui dure 5 heures. Les chauffeurs routiers adorent ça. D'ailleurs, il faut prendre la route pour rencontrer le richissime concepteur de cette boisson énergisante. Il vit dans une lointaine banlieue de Détroit. Manoj Bhargava a déjà eu plusieurs vies. Il a étudié les maths à Princeton, s'est retiré dans un ashram en Inde avant de commercialiser sa fiole vitaminée et de rendre fous ses concurrents. Ça, c'est tous mes concurrents. Quand on s'est lancé dans le business des boissons énergisantes, tout le monde a voulu faire pareil. Il y en a eu plus de 350. Coca-Cola, Pepsi, ils ont tous vu le nouveau marché et sont arrivés en courant. Et vous les avez tués? Je ne dirais pas qu'on les a tués. Disons qu'ils ne sont plus là. Manoj doit être le seul milliardaire à travailler en open space. On se croirait dans une PME. Et pourtant, il pèse 4 milliards de dollars. Vous êtes ce qu'on appelle un méga riche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À partir d'un certain point, on s'en fiche de l'argent. Je conduis moi-même ma voiture. Je n'ai pas de yacht. Je vis de la même façon que quand je pesais, mettons, 1% de ce que je suis aujourd'hui. Les gens comme moi, qui ont créé leur entreprise, ce qu'on aime, nous, c'est travailler. C'est ça qui nous amuse, plus que tout le reste. Manoj a de l'énergie à revendre. Alors il a monté une autre boîte pour se consacrer à sa vraie passion, bricoler des inventions pour révolutionner le quotidien des pays pauvres. Son dernier brevet, une unité miniature de production d'eau douce. Ça, c'est une machine qui transforme l'eau de mer en eau potable. Normalement, les usines de désalinisation sont gigantesques. Et il faut 5 ou 6 ans pour les construire. Le problème, c'est que les besoins en eau potable sont si énormes dans le monde que si à chaque fois on met 5 ou 6 ans pour construire, la moitié des gens seront morts. Là, c'est une toute petite machine. Il faut qu'elle soit hyper simple pour être produite en masse, comme un lave-vaisselle. Son truc à Manoj, le low-tech. Des bricolages tout simples, pas très spectaculaires, mais hyper utiles. Je vais pédaler et regarder ce qui va se passer, toute l'électricité que ça va produire. Tout ça vient juste de ce vélo pendant que je pédale. L'idée, c'est de pédaler pendant 1 heure pour avoir de l'électricité pour 24 heures. Soit vous créez de l'électricité en direct pendant que vous pédalez, soit vous chargez les batteries en pédalant pendant 1 heure. Et cette batterie, vous pouvez l'utiliser toute la journée. En général, les philanthropes aiment montrer qu'ils donnent. C'est très arrogant. Il faut traiter les gens comme des clients. Ils sont au-dessus, vous êtes en dessous.
Il ne faut pas leur donner ce qu'on a envie de leur donner, mais répondre à leurs besoins. C'est pour ça que je les considère comme des clients. Et même si on finance tout, qu'est-ce que ça change? Manoche n'aime pas trop la ramener sur ses actions de bienfaisance. La philanthropie bling-bling, où l'on claironne sa générosité devant la bonne société, ce n'est pas son mantra. Ce serait quoi votre définition de la philanthropie? Ma définition, c'est être au service de la moitié malchanceuse de l'humanité. Pour certains, c'est au contraire donner des millions de dollars à un musée ou aider des universités déjà riches et leur financer de nouveaux bâtiments. Moi, ça me fait rigoler. Pour moi, ce n'est pas de la philanthropie. Qu'est-ce que vous allez laisser à la postérité? Ça, c'est un truc de riche. Les riches veulent toujours qu'on se souvienne d'eux pour quelque chose, que leur nom reste attaché à une cause. Moi, je ne comprends pas cette notion. Pour moi, je serais mort. Qu'est-ce que ça me fera qu'on se souvienne de moi ou pas? Votre fils, donc, n'aura pas votre fortune? Non, il n'aura pas d'argent. Mon job, ce n'est pas de bousiller sa vie en lui donnant $1 milliard. C'est mon point de vue. Bon, presque personne n'est d'accord avec moi là-dessus. Et de toute façon, presque personne n'est d'accord avec moi sur rien. Ces milliards, Manoche va les donner aux autres, à ceux qui en ont vraiment besoin. En commençant par le pays de ses parents, l'Inde. L'Inde, justement, le pays des intouchables et des milliardaires. Il y en a une centaine, c'est plus qu'en Russie ou au Royaume-Uni. Le Sud rattrape son retard et se met lui aussi à la philanthropie avec cette idée renversante, aider le Nord qui parfois en a bien besoin. C'est la Silicon Valley indienne, Bangalore. Et c'est ici qu'exerce notre prochain philanthrope, une légende vivante. Devi Shetty est un cardiologue richissime, mais il est aussi l'ancien médecin de Mère Teresa. Son utopie à lui, rendre accessible à tous une médecine de qualité. Et pour démocratiser les soins, il a inventé le travail à la chaîne à l'hôpital. Avant d'entrer au bloc, il passe par son bureau. Des dizaines de familles sont là, parfois depuis la veille. On va faire une petite incision dans la poitrine et ensuite une autre de 4 mm dans le cœur. Et après, on recoud. La consultation est terminée. 5 minutes, top chrono. On touche le pied du docteur en signe de respect. Ça va bien se passer. Ici, Devi Shetty, c'est le boss. Il est multimillionnaire, mais continue à manier le bistouri. Quelle température? 18. Augmente le flux. Et surveille bien l'artère coronaire. L'hôpital est le plus grand centre cardiologique au monde. L'anesthésiste suit plusieurs opérations en même temps. Ici, on essaie de faire le maximum d'opérations à bas coût. C'est l'idée du docteur Shetty, vous savez. Au maximum, de combien de malades pouvez-vous vous occuper à la fois? Là, je m'occupe de 2 patients, mais le maximum que j'ai fait, c'est 4 patients. Ce n'est pas dangereux pour les patients? Si je sens que j'en suis capable, tout ira bien. Sinon, j'appelle du renfort. En tout, on est 8 anesthésistes. Et... pardon. Le personnel fait des concessions salariales et travaille à la chaîne. Le docteur Shetty avoue s'être inspiré de l'automobile et d'Henry Ford. Résultat, des prix cassés et une demande qui explose. Au tableau du jour, 29 opérations, dont 11 ultra délicates sur des bébés. Le cœur du bébé fait la taille de mon pouce. Vous imaginez comme c'est petit?
Ici, on opère aussi bien qu'en Occident, mais ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Là-bas, une opération de ce type coûte entre 60 000 et 100 000 $. Nous, on peut le faire pour 2 000 $ maximum. On ne refuse jamais d'opérer un enfant. S'il a besoin d'une opération, on s'en occupe, qu'il ait de l'argent ou pas. Il n'y a pas de sécurité sociale en Inde, mais le docteur Shetty est là. Ce petit garçon a une malformation. Prix de l'opération, 240 000 roupies, c'est-à-dire 3 200 €. Qu'est-ce qu'on vous a dit pour l'argent? Eh bien, on nous a dit qu'on nous aiderait. L'opération, alors ça fait 240 000. Vous pouvez payer combien? 40. 40 000? C'est tout? Avec 40 000, il vous reste encore 200 000. Vous les avez pas? Pourquoi vous pleurez? Non, ne pleurez pas. Si vous ne les avez pas, on va vous aider, ok? Chacun suivant ses revenus. L'hôpital règle la différence et se remboursera avec les patients les plus riches. Sur cette idée, Devi Shetty a construit un empire. 23 hôpitaux, 1500 médecins et un groupe valorisé 1 milliard de $ en bourse. Le disciple de Mère Teresa a tout compris aux affaires sans renier ses valeurs. Êtes-vous un philanthrope? Non, je ne crois pas. Parce que la charité, ça ne peut pas être généralisable à grande échelle. Alors que le business, si. La vraie philanthropie, c'est plutôt d'offrir aux gens des services à des prix abordables. Pas gratuitement, parce que sinon, vous n'aurez pas assez d'argent pour en faire profiter tout le monde. Je suis sûr qu'on va prouver un jour au monde entier que tous les citoyens des pays pauvres ou de revenus moyens peuvent avoir accès à des soins de grande qualité dans la dignité. C'est une belle histoire indienne avec un bouche à oreille dans toute l'Asie. Philippins, Iraniens, Chinois, ils font le pèlerinage de Bangalore. Devi Shetty, lui, voit plus loin. Il regarde vers l'Occident. Il vient chercher chez nous sa nouvelle clientèle et soigne sur place. Le philanthrope indien s'intéresse même aux patients du pays le plus riche du monde, les États-Unis, où se soigner est devenu un luxe. Comment le docteur indien a-t-il résolu le problème? Nathalie Gros, de l'équipe Papillon, va trouver la réponse de l'autre côté de l'Atlantique. Miami, Floride. J'ai rendez-vous avec une femme qui résume à elle seule le paradoxe américain. Assez riche pour s'offrir un appartement avec vue, mais trop pauvre pour payer des dépenses de santé imprévues. Et c'est Devi Shetty qui va lui sauver la mise. Jane? Bonjour. Bienvenue Nathalie. Merci. Comment ça va? Bien. C'est une chouette qualité de vie que vous avez ici. Il y a plein d'activités de plein air, mais là je ne peux pas en profiter. Mais attendez de voir quand j'aurai ma nouvelle hanche. Jane a eu un accident de travail. Elle doit absolument se faire poser une prothèse de hanche. À Miami, cela coûterait plus de 100 000 $, hors budget pour cette décoratrice. Le docteur Shetty, l'inventeur de la chirurgie à prix cassé, lui propose une formule 10 fois moins chère. Elle sera opérée dans les Caraïbes à 1h30 de vol de Miami. Je prends des vêtements légers car il va faire chaud là-bas.
Sympa la valise pour aller à l'hôpital. C'est pour la plage, non? Comment vous vous sentez maintenant? C'est dingue! Je suis enthousiaste alors que je vais me faire opérer. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire à cause de votre hanche? Le simple fait de marcher, de me pencher, de soulever des choses. Et justement, si quelque chose tombe par terre, c'est dur. Comment vous faites pour le ramasser? Comme ça. Vous devez tendre la jambe, en fait. Parfois, je les laisse par terre. C'est le docteur Devi Shetty, non? Il a un beau visage. Je pense qu'il y a très peu de gens comme lui sur Terre. Et son message a besoin d'être diffusé. Jane atterrit à Georgetown, la capitale des îles Caïmans. Pour elle, ces traitements VIP flambant neuf construit par le docteur Shetty. Permettez-moi de vous accompagner. Merci infiniment. À l'entrée, une concierge, comme dans les grands hôtels. On va d'abord vous enregistrer comme patiente et ensuite on commencera les tests préopératoires. D'accord, parfait. Ça va aller? En une seule matinée, Jane enchaîne tous les tests, sans passer par la salle d'attente. Dans les couloirs, on se croirait à Bangalore. Le directeur est indien, comme 120 des 185 salariés. C'est votre équipe? Oui, voici l'infirmière en chef. Nous avons besoin de personnel de haut niveau pour les soins cardiaques et les soins oncologiques. Ce sont des compétences assez rares ici dans les Caraïbes. Donc nous les faisons venir d'Inde. Pour ces Indiens, les îles Caïmans ont déroulé le tapis rouge. Pas d'impôts, pas de droits de douane sur le matériel importé et des visas de travail accordés les yeux fermés. Jane a déjà ses résultats. Elle rencontre celui qui va l'opérer. Bonjour, je suis le docteur Alvin. On s'est parlé sur Skype il y a quelque temps. Docteur Alvin, chirurgien orthopédique. 10 ans de carrière et surtout 4000 opérations au compteur. Mes professeurs m'ont toujours appris qu'il fallait d'abord examiner le patient et ensuite seulement regarder les radios. Avec le tourisme médical, c'est l'inverse. Je vois d'abord les radios et ensuite le patient, d'où l'importance de notre conversation sur Internet. Ça ne va pas être trop compliqué? Non, ne vous inquiétez pas. Je serai une bonne patiente, je vous le promets. Pour Jane, c'est J-1. Pendant ce temps, son chirurgien se change les idées. Avec ses collègues indiens, il s'est mis au sport numéro 1 sous ses latitudes. J'espère qu'ils sont meilleurs en chirurgie qu'en baseball. Mais l'hôpital n'est jamais loin. Allô? Remettez-lui de l'antidouleur. Merci.
8 h du matin. Jane part au bloc. Le docteur Alvin manie le bistouri en musique. Pop indienne, of course. 3 heures plus tard, c'est terminé. Une petite prothèse pour Jane, une belle opération pour l'humanité. Je pense qu'on a prouvé que les médecins indiens sont aussi bons que les meilleurs au monde. Et pour la première fois, c'est le Sud qui aide le Nord, pas vrai? Avec cet hôpital offshore, le philanthrope est au Sud et les nécessiteux au Nord. Un renversement complet